Aussi, ce n'est pas évident pour toi car tu n'es pas sur place pour ta recherche d'emploi aux États-Unis. Et l'accent américain, eh bien, tu as encore du mal à le capter. Et tu ne sais pas non plus comment t'y prendre. Pourtant, c'est carrément possible. Regarde. Moi, c'est Sarah et lui, c'est Maxime. On est un couple de Français qui vit aux États-Unis depuis 2014. Nous sommes arrivés premièrement à New York, où nous avons passé plus d'1 an dans cette ville ultra excitante. Bref, New York a été une des plus riches expériences de ma vie. Puis nous avons atterri en Californie du Sud, où nous sommes encore actuellement, là où il fait toujours beau et où prône la zone altitude. Un lieu que quand on y dépose les bagages, eh bien, on n'a pas envie d'y repartir. À l'époque, nous voulions juste vivre 1 an d'expérience dans un pays étranger, un pays anglophone hors Europe. Donc on avait pensé aux États-Unis, à l'Australie et au Canada. Et Maxime, donc c'était son premier choix, c'était les États-Unis. Mais quand on a vu les visas, on s'est dit ça n'a pas l'air si simple. Donc du coup, on s'est dit, voilà, on va mettre toute notre énergie à chercher quelque chose aux États-Unis et de trouver aux États-Unis. Et si on ne trouve pas, dans tous les cas, on partira donc en Australie avec un visa Working Holiday. Et donc les jours se sont enchaînés. Les nuits aussi. Et les recherches ont commencé à payer. Tiens, ça y est, j'ai un entretien demain. Bah il serait temps, hein. Et pourquoi ? J'ai un entretien d'ingénieur. Ok, donc c'était gros challenge jusqu'au bout. Et en 3 mois de recherche intensive, eh ben, nous avons trouvé donc un poste aux États-Unis à 1 semaine d'intervalle. Donc moi j'ai eu une offre d'embauche à New York, mais aussi à Miami. Et Maxime avait le choix aussi entre New York et San Francisco. Donc nous avons donc, choisi New York. À la base, on avait pensé donc partir seulement pour 1 an. Finalement, on y est encore après 3 ans et on n'a pas très envie de repartir. Tu veux rentrer en France, toi ? Pas vraiment, non. Et toi ? Ah non plus, en fait. Donc oui, il y a de belles opportunités professionnelles et personnelles aux États-Unis. C'est juste que, eh bien, il faut bien savoir s'y prendre. En fait, pour trouver un job aux États-Unis avec visa sponsoring, il y a 2 prérequis à avoir. Le premier prérequis, c'est qu'il faut que tu te débrouilles en anglais. C'est vraiment un prérequis, voilà. Il ne faut pas que tu sois bilingue, parce que nous, avec Maxime, on n'était pas bilingue quand nous sommes arrivés aux États-Unis. On ne l'est toujours pas après 3 ans de vie aux États-Unis, donc ne t'inquiète pas. Mais il faut quand même que tu aies les bases en anglais, que tu puisses donc tenir une conversation avec un anglophone. Et le deuxième prérequis, c'est la faisabilité visa, donc, et que tu arrêtes de te faire des fausses idées sur le visa. Donc si tu es prêt à entendre les différentes solutions sur les visas et que tu as donc un niveau d'anglais assez correct, eh bien c'est parti. Et donc, est-ce que tu sais par où commencer ? Ok, donc je t'explique. Donc pour commencer, il faut déjà que tu trouves un job donc dans une entreprise sponsor, une entreprise qui va te sponsoriser le visa. Donc tu peux le faire à distance depuis ton pays, comme nous on a fait, Maxime et moi. Et pour la durée, souvent j'ai vu, alors ça peut être de 3 mois, comme ça peut aller jusqu'à 2 ans, voire plus de 2 ans. Moi je connais des personnes que ça fait 2 ans qu'ils recherchent un emploi et ils n'ont toujours pas trouvé. Donc ça, après, ça dépend vraiment de toi, de la technique que tu mets en œuvre pour donc trouver ton job. Une fois que tu as trouvé ton job, avec ton entreprise, en fait, vous allez démarrer la démarche du visa, en fait, pour obtenir le visa. Et ça, la durée pour obtenir un visa, ça peut être donc de 4 semaines, ça dépend des visas, jusqu'à 6 mois. Voilà, tout dépend du visa. Et ensuite, une fois que tu as le visa en poche, tu vas pouvoir donc t'envoler vers les États-Unis et commencer à travailler en fait dès que tu arrives sur le territoire. Ensuite, au bout de 10 jours, tu vas pouvoir aller au Social Security Administration, là où tu vas pouvoir donc récupérer ton Social Security Number, qui est donc ton numéro de sécurité sociale qui va pouvoir te permettre de rester sur le territoire légalement, travailler et de payer tes taxes. Donc voilà, pour en revenir au début, la première pierre de l'édifice, c'est de trouver ton job donc dans une entreprise sponsor, une entreprise qui va te sponsoriser le visa. Et pour ça, tu as 4 étapes à suivre. Première chose que tu as à faire, c'est de te concentrer sur toi, c'est-à-dire ce que tu veux faire,
quel poste tu recherches. Et avec ça, tu vas retravailler ton CV et ta lettre de motivation pour qu'ils soient complètement adaptés au marché américain et à ton profil. Effectivement, donc, il ne suffit pas que ton CV soit seulement traduit en anglais. Non mais tu rigoles là. Ton CV, c'est comme une plaquette commerciale qui vend tes services. Donc c'est très important que tu le tournes en termes de résultats. Et il faut que tu saches que 75% des entreprises aux États-Unis utilisent les ATS, Applicant Tracking Systems, un robot informatique qui vient catégoriquement éliminer 80% des candidatures. Donc ça veut dire que tu as 80% de malchance d'être écarté par le système et que ton CV ne soit jamais vu par un être humain. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu adaptes bien ton CV au niveau de la forme et au niveau du contenu pour être sûr en fait qu'il passe donc les ATS. Deuxièmement, il faut que tu saches quel type de visa te correspond. Le visa, c'est la bête noire qu'on n'aime pas. Pourquoi on ne l'aime pas ? Parce qu'en fait, on n'y comprend rien. Vous ne m'en voudrez pas, je n'ai pas réussi à les compter jusqu'au bout. Je vous avoue que j'en ai eu un peu marre, j'ai fini par m'arrêter à 50. Donc c'est sûr, il existe plus de 50 visas qui vous permettent de travailler aux États-Unis. Donc vous ne connaissez absolument rien au visa. Et le pire qui peut vous arriver, c'est que vous commencez à connaître un petit peu et là vous faites vraiment de belles fausses idées. Et donc aujourd'hui on est là pour parler de votre visa. Visa ? C'est pas possible, c'est plus possible d'avoir un visa. J'ai un pote là, j'ai regardé, il a pas réussi, enfin, c'est horrible. J'ai regardé partout sur internet. Attendez, justement, selon nos recherches, vous pourrez potentiellement avoir le E2. Le 2 ? Mais j'ai pas de business plan, moi j'ai pas 100 000 $ à investir là-haut. Et ben ça tombe bien parce que justement vous n'avez pas besoin ni de 100 000 $, ni d'un business plan. J'ai vu ça sur internet, vous dites n'importe quoi, enfin non, c'est impossible, non, ce visa, non, il est pas pour moi. Bon très bien, next. Depuis que j'ai conçu le quiz pour estimer votre type de visa, je ne compte même plus le nombre de personnes qui viennent me voir chaque semaine avec cette réaction. Et ce n'est qu'un exemple, je peux vous en donner plein comme ça. Du genre, voilà, vous avez un copain qui a ce type de visa-là et ça se passe comme ça pour lui, donc vous pensez que c'est exactement pareil pour vous. Et le pire du pire, c'est que les entreprises qui sont basées aux États-Unis, eh bien, c'est exactement pareil. You need a visa? Oh my god, too complicated. Come again when you have one. Alors l'astuce, c'est de connaître quel type de visa vous êtes éligible et de cibler les entreprises qui ont déjà sponsorisé ce type de visa. Donc, ces entreprises seront donc éligibles de vous sponsoriser ce type de visa à vous. Ingénieux, non ? Et pour connaître le type de visa qu'il te faut, tu peux te rendre donc sur le site You Sponsor Me. Donc j'ai fait un quiz spécialement pour ça où tu peux donc renseigner tes informations et ça te donne donc quel type de visa tu es éligible. En plus, sur le site You Sponsor Me, tu peux retrouver donc tous les employeurs qui sponsorisent le visa et leurs offres d'emploi. Et dis-moi, sais-tu quand est-ce qu'il faut que tu abordes la demande de visa ? Je sais pas. Dans la lettre de motivation ? Non, à moins que tu ne veuilles vraiment pas partir aux États-Unis. Le mieux, c'est que tu en parles avec la personne quand tu l'as au téléphone. Mais petite question, pourquoi on me choisirait moi et pas un Américain ? Il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est un pays composé donc par l'immigration. Ensuite, tu as des avantages que un Américain n'a pas. Tu es donc bilingue anglais-français. Tu es aussi reconnu pour un savoir-faire, donc par exemple comme dans les secteurs de l'IT, dans la cuisine, et puis bien sûr partout où il y a des Français, eh bien il y a du service pour les Français, dans l'éducation, comptabilité, finance, etc. Ensuite, les francophones, les Français, ils sont assez réputé pour la fidélité au poste, ce que tu n'as pas forcément pour les Américains. Et aussi, il ne faut pas oublier que le fait de sponsoriser un visa pour une personne, les entreprises ont aussi des avantages. Troisièmement, une fois que tu sais où tu vas, que tu as ton CV et ta lettre de motivation qui déchire, que tu sais quel type de visa te correspond et que tu connais tes futurs potentiels employeurs, eh bien, tu n'as plus qu'à passer à l'action. C'est parti. Ok. Attends, là. Tu fais quoi, là ? Je trouve les offres et je postule. Mais qui t'a dit de postuler aux offres ? Ok, parce que ça marche pas comme ça d'habitude pour trouver un job ? Officiellement, oui. Officieusement, non. Aujourd'hui, sur le marché de l'emploi aux États-Unis, il ne suffit pas de postuler aux offres,
et d'attendre que ça se passe. Ça y est, j'ai postulé. Alors, t'as des nouvelles? Non, j'attends encore. Et B, tu peux attendre comme ça longtemps. Hein. Moi perso, j'aime pas trop attendre, mais bon, si ça t'enchante de faire comme ça, pourquoi pas? Bon bah, attendez, je reviens. En attendant que je revienne sur l'écran, on va faire un petit bond dans le temps pour comprendre pourquoi postuler aux offres ne fonctionne pas ou très peu au jour d'aujourd'hui. En l'an sans technologie, pour trouver du boulot, nos ancêtres se levaient pour aller acheter le journal et ils écumaient les petites annonces d'offres d'emploi. Dès qu'ils trouvaient les meilleures quelques offres qui leur plaisaient, ils écrivaient leur candidature, imposaient l'adresse sur l'enveloppe, allaient à la poste et postaient leur enveloppe avec leur candidature à l'intérieur. 3 jours après, le recruteur recevait le courrier, épluchait les quelques candidatures qu'il recevait et il contactait les personnes pour un entretien. Ça, c'est le process d'avant. Quand la technologie est arrivée, elle a remplacé la candidature papier, la poste et le journal par l'ordinateur et Internet. Maintenant, pour une recherche d'emploi, c'est sur votre device que ça se passe. Et contrairement au journal local, les sites de recherche d'emploi sont accessibles de partout sur la planète, sauf, pour quelques pays un peu bizarres. Ce qui te permet aujourd'hui de trouver un emploi depuis ton pays sans te déplacer. Aussi, pour aider les candidats, les sites d'offres d'emploi en ligne ont optimisé le plus possible pour te permettre maintenant de postuler aux offres en un clic. T'incitant donc à postuler à le plus d'offres possible pour augmenter tes chances. Aujourd'hui, tu peux postuler à 100 offres dans le même espace-temps que ce que ton ancêtre aurait mis pour postuler à une offre. Ce qui paraît, comme ça, super cool pour toi, candidat. Mais as-tu pensé aux impacts ? Le fait d'élargir au monde entier et de permettre aux candidats de faire de la quantité, les candidatures sont arrivées 200 fois plus nombreuses aux entreprises sous la torpeur des recruteurs, qui ont eux-mêmes ensuite couru faire appel à l'aide face à cette quantité de candidatures. Et tu sais quoi ? L'ATS, Applicant Tracking System, le fameux robot informatique qui scanne ton CV côté recruteur, est apparu. Tu sais ce dont je t'ai parlé il y a 5 minutes ? Parce que pendant ce progrès, il y a 2 choses qui n'ont pas changé. Le besoin de l'entreprise et toi, ton intérêt pour le poste. L'entreprise a en majorité un poste à pourvoir. Après, ça dépend, il y a des cas où tu peux avoir plusieurs postes, mais souvent c'est le cas où l'entreprise a juste un poste à pourvoir. Et toi, à ce que je sache, tu n'es pas encore super worker malgré la technologie. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme offre ? Alors, nous avons astronaute. Oh, parfait, j'adore les étoiles. Ok, je postule. Ensuite, supply chain manager chez Amazon. Bah parfait, j'adore Amazon. Je connais cette entreprise-là. Ils font... Hop, logistique. Oh, c'est bon, je sais faire ça. Hop, je postule. Ingénieur informatique chez Facebook. Ouais, j'adore Facebook. Je connais super cette appli. J'y suis tous les jours dessus. Donc c'est parfait, je postule. Hop, je fais un petit peu de VBA... dans les études, donc c'est bon. Juriste, oui, j'ai fait aussi du droit, d'ailleurs c'était COEF 9 pour mon bac. Ouais, ok, bon, c'est parti, je postule aussi. Gardien de prison. Ouais, je sais pas, mais bon, y a pas besoin de certification, c'est bon, je postule aussi. Dentiste, ouais, c'est un peu comme gardien de prison, ça, hein, c'est... Et puis bon, j'ai déjà eu des problèmes aux dents, j'y suis allée plein de fois chez le dentiste, donc je sais comment il fait. Bon, allez, je postule aussi. Ne penses-tu pas qu'il y a un problème ? Tu penses qu'en faisant du quantitatif, tu multiplies tes chances. Mais en fait, tu perds du temps à faire ça, à cliquer donc 100 fois sur le même bouton. Parce que tu crois peut-être que ta candidature est légitime au poste, mais le recruteur derrière, ou plutôt la machine, c'est pas vraiment ça. Et résultat, c'est comme ça que tu vas postuler 100 fois et que tu n'auras absolument aucun résultat. Donc c'est un peu trop facile de faire des conclusions hâtives. Donc si ce n'est pas du quantitatif qu'il faut faire, c'est quoi ? Regardons de plus près comment fonctionne le marché américain. Est-ce que tu as 2 minutes là ? Ouais. Faut que je te parle d'un mec, je te jure. Je pense que vraiment, il peut vraiment m'aider à développer l'application. Ah, super. Ouais, non, franchement, j'ai regardé son travail et tout. Je suis sûre qu'il peut faire le truc. Tu sais, le poste ouvert qu'on a. Ouais. Ah, ce serait génial, ouais. Ouais, c'est vrai, tu veux voir son... Ouais, bien sûr. Ok, j'arrive. Bien. En plus, il a l'air trop sympa. Ah, super. Je l'appelle tout de suite. Ok, parfait. Merci. Vous avez vu ?
eh bien ça marche comme ça sur le marché américain. En fait, les entreprises sont tellement chargées de CV que quand on leur présente quelqu'un de confiance, même si la personne ne correspond pas à 100% au poste, eh bien le recruteur ne va pas chercher midi à 14h. Un candidat référé passera toujours avant la tonne de candidats qui ne sont pas connus en fait en interne dans l'entreprise. Donc que penses-tu faire ? On revient sur notre situation précédente. Le truc à faire, c'est d'identifier 7 personnes dans l'entreprise et de gagner sa confiance. Donc dans le process, tu ne seras plus à cette place, bloqué par l'ITS comme tout le monde, mais à cette place-là. Donc troisième étape, au lieu de postuler à l'offre, tu vas identifier les bonnes personnes dans l'entreprise qui peuvent donc être potentiellement tes référents internes. Tu vas les contacter, comprendre le besoin de l'entreprise et donc tu vas arriver comme ça à décrocher un poste en interne. Ouais, enfin, moi je connais personne dans cette boîte. Je connais même personne aux États-Unis. Tu ne connais personne maintenant, mais pour connaître des gens, il faut bien les rencontrer. Et ça, tu peux le faire à distance. On n'est plus en l'an 200. Aujourd'hui, il y a Internet. Et il devient de plus en plus facile de se connecter et donc sympathiser avec des personnes sur le net. Mais attention, ces personnes, il ne faut pas les contacter n'importe comment. Il y a une stratégie d'approche qu'il faut que tu suives à la lettre. Quand tu contactes la personne, tourne tes emails pour susciter l'intérêt de la personne, donc en la positionnant en tant qu'expert. Ensuite, tu dois mettre en place une machine de relance en fait et te focaliser seulement sur les personnes intéressées à t'aider. Dès que tu arrives à accrocher un contact, ton but c'est d'identifier le besoin dans l'entreprise. Une fois que tu as compris le besoin, ton but c'est de démontrer à l'entreprise que tu peux aider au développement de l'entreprise, donc en apportant ta valeur ajoutée à l'entreprise. Donc effectivement, avec cette technique, tu ne vas pas postuler à 100 offres, mais tu vas cibler 10 à 15 entreprises où tu seras en mesure donc de trouver ton job dans ces entreprises. Ok ? Ok. Lors de la 4e étape, on va retourner dans le process classique du recrutement, l'entretien d'embauche. Souvent, ce sera donc un pré-entretien d'embauche où la question visa va arriver. Donc toi, ton but, c'est de dédramatiser, de rassurer l'entreprise en fonction de ça et donc de bien négocier ton visa. Ce qu'il faut que tu penses, c'est que voilà, l'entreprise que tu cibles, c'est l'entreprise qui va pouvoir te sponsoriser le visa parce qu'elle l'a déjà fait auparavant. Tu as bien ciblé l'entreprise à la base. Donc déjà, tu n'auras pas ce problème-là. Ensuite, il faut savoir que pour certains visas, oui, le process est long et chiant, mais ce n'est pas le cas pour tous les visas. Donc avec une bonne préparation à tes entretiens d'embauche et une bonne connaissance de la culture américaine, eh bien tu arriveras à tes fins, comme nous. À la clé, contrat de travail et départ aux États-Unis, donc pour une vie pleine de rebondissements.